Merci, Monsieur le Président. Je tiens de ma part aussi à féliciter Monsieur Touazi Joudi pour l'exposé qui était très clair, très pédagogique, pour le manuscrit qui est très bien rédigé, très bien structuré, et aussi pour la qualité de ses travaux de recherche, que ce soit en termes d'état de l'art, synthèse, comparaison, et aussi pour la contribution de recherche que je vois qui a été publiée dans une revue spécialisée qui est très connue dans le domaine de la sécurité. J'ai pas beaucoup de questions. Beaucoup de questions ont été déjà anticipées par mon collègue ici. Je commence par votre manuscrit, à la page 80, s'il vous plaît. Bon, je n'ai pas le manuscrit sur moi, donc je prends des notes. Sinon, vous me donnez après pour les copies. Alors, à la page 80, section 2, spécification du protocole de sécurité des bundles dans un DTN. Voilà. Vous avez ici présenté deux en-têtes, je crois. C'est BAH et PSH. Il y a aussi CH. Oui, le troisième c'est CH. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle de chaque en-tête? Tout à l'heure, c'est vrai que dans la diapo, j'ai éliminé cette diapo. Donc, pour BAH, c'est Bundle Authentication Header. C'est l'entête de l'authentification du bundle. C'est-à-dire que c'est une entête qui encapsule, avec laquelle on encapsule le message bundle et qui permet à la destination de pouvoir savoir, d'authentifier l'émetteur. Ça permet au destinataire d'authentifier l'émetteur. C'est l'authentification de bout en bout. Il y a l'entête PSH, c'est une entête qui est enlevée et remplacée à chaque nœud courant. À chaque nœud courant, il est enlevé et remplacé. Même dans la théorie, on disait qu'on peut les ajouter, mais à chaque nœud courant, il enlève l'entête précédente PSH et il met son entête. Ça permet d'authentifier le bundle de nœud à nœud. Il y a une troisième entête, c'est l'entête CH. C'est là, elle chiffre le bundle en entier. C'est pour authentifier le bundle à la destination. La destination, on doit savoir si le bundle est arrivé tel qu'il a été envoyé. Donc ce sont ces trois entêtes, la description de ces trois entêtes, donc elles existent dans le message bundle, le paquet bundle. Merci. Donc transparent 3. Bon, c'est une question de curiosité. Je me demande pourquoi, par exemple, le protocole TCP/IP, en particulier, il n'est pas adapté dans le cadre DTN. C'est une très bonne question. Les protocoles dans les réseaux usuels, dans les réseaux basés TCP/IP, les protocoles par exemple de routage, ils transfèrent l'information en temps réel. Un émetteur envoie un message. Donc le protocole donc, de routage, il s'exécute le long du chemin. Si à l'arrivée le message n'est pas... si au bout d'un comptant de temps delta t qui est très petit, le message, nous n'avons pas l'écho de l'arrivée du message à destination. Qu'est-ce qu'il fait l'émetteur? Il retransmet le message. Il se dit que le message n'est pas arrivé, tiens, je vais retransmettre le message. Pourquoi? Parce que les protocoles TCP/IP s'exécutent en temps réel. Or, le routage dans les DTN, la transmission elle est différée. Vous pouvez envoyer un message de la Terre à je ne sais pas moi, à la Lune ou d'un endroit à un autre, il peut arriver le lendemain. Parce que il se peut que ce message-là emprunte normalement
son chemin, mais arrivé à un nœud, il y a une coupure du lien prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être stocké. Il peut être stocké une demi-heure, 10 minutes, 1 heure, 24 heures, etc. Donc, les protocoles de routage, par exemple, dans le cas des TTN, ne sont pas en temps réel. Donc, ils ne s'adaptent pas. Monsieur Touazi, qu'en est-il du protocole UDP? Alors, UDP, c'est... Parce que là, on ne cherche pas l'écho. On ne cherche pas l'écho. Dans UDP, on ne cherche pas l'écho. Lorsqu'on diffuse, on diffuse à qui veut entendre. On n'attend pas qu'il y ait un retour de l'information. C'est encore pire. Donc, c'est ça. Transparence 7. Monsieur Touazi, si on a à implémenter ou bien mettre en œuvre votre solution que vous avez proposée, à quelle couche on peut prévoir ces services-là? Les services de sécurité, on peut les prévoir dans la couche application ou dans la couche réseau, je pense. Hein. Les services, de quel service par exemple? Exactement le protocole de routage sécurisé que vous avez proposé. C'est au niveau de la couche bundle, en principe. D'accord. C'est la couche bundle qui s'occupe du transport sécurisé de l'information. D'accord. Au transparent 9, vous avez cité 3 modèles de sécurité qui sont un petit peu très connus. J'ai bien compris que vous avez trouvé que le modèle basé sur une tierce partie de confiance et les modèles distribués sont inappropriés pour les DTN. C'est pour cela que vous avez opté peut-être pour les modèles basés sur les graphes de confiance. Le modèle, qu'est-ce que vous avez, quel est le modèle La solution que vous avez proposée, elle est basée sur les graphes de confiance. Sur les graphes de confiance. Je me suis dit peut-être que vous avez trouvé que quelque part que les modèles basés sur les tierces parties de confiance et les modèles distribués sont inappropriés. Oui, ils sont inappropriés. Pourquoi? Parce qu'ici on dépend de serveurs, un groupe de serveurs. Ici on dépend d'un serveur qui est quelque part. Et ces serveurs-là sont stockés dans un réseau quelque part. Et celui qui demande la certification, l'authentification d'un certificat, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie vers ces serveurs-là. D'accord? Et ces serveurs-là se trouvent à une distance. Et si malheureusement, pour demander à un serveur de vérifier si un certificat est valide, le long du chemin, le message qu'on a envoyé, peut-être à l'émission, il va être bloqué quelque part. Ou bien au retour, lorsque le serveur nous répond, la réponse va être bloquée quelque part. C'est pour ça qu'ils sont inadéquats. Oui. Quel est l'intérêt du certificat de croisement? Quel est l'intérêt du certificat de croisement? Il augmente la fiabilité de transfert de données. J'ai expliqué tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'ai parlé, lorsque un transporteur est digne de confiance pour un client, le client lui transmet le message. Ce client aussi, il existe un autre transporteur auquel il a échangé la confiance. Lorsque le premier transporteur prend le message et il est en mouvement. S'il rencontre un transporteur commun, ils ont un client commun auquel il y a une confiance mutuelle et qui ne réplique pas. Il ne réplique pas l'information. Donc ce qui fait que s'il tombe en panne, donc l'information, il faut... Monsieur Touazi. Non, je reviens sur la question parce que je pense que vous pensez que je n'ai pas exactement répondu. Donc le certificat de réplication, donc avec ce certificat, on peut évaluer la confiance. Plus le certificat de réplication, donc il contribue à l'évaluation de la confiance. Et parce que c'est une preuve, le certificat de réplication, c'est une preuve qu'il y a des données qui sont répliquées. Et si les données sont répliquées, c'est encore mieux. Parce que si le premier transporteur est en panne, donc... Monsieur Touazi, supposons qu'un nœud client, il a fait confiance à deux nœuds transporteurs malicieux.
ils se sont croisés quelque part et ils ne se sont pas délivrés des certificats de croisement. Comment le protocole réagit à ce genre de situation? Mais c'est les risques à avoir, puisque les deux transporteurs malicieux, s'ils ont contracté donc une confiance mutuelle avec ce client, je pense que ce client-là, au cours du temps, il va y avoir convergence là, donc au cours du temps, ce client-là va se rendre compte, puisqu'il évalue leur confiance, il va se rendre compte, il évalue leur confiance. Mais dans une solution, il y a toujours un pourcentage qu'on ne peut pas détecter. Mais en général, puisqu'il y a l'évaluation de la confiance, donc il va évaluer. Si par exemple le premier transporteur, vous avez dit, il a reçu le message du client, et que lui, il est malicieux, il a rencontré un autre malicieux, il n'a pas répliqué, mais demain, ce transporteur-là, lorsqu'il va y aller chez le même client, et le client va l'évaluer. En l'évaluant, il va décrémenter la confiance qu'il a en lui. Et donc, le client peut, si la confiance est inférieure à 1, envoyer un certificat de réplication à tout le monde. Voilà. Mais toujours dans un cas réel, dans une situation réelle, il y a toujours un pourcentage. Un pourcentage de défaillance. On ne peut pas être sûr à 100%. Merci. La capacité du bundle, Oui. est-ce qu'elle est limitée ou illimitée? Là, c'est à l'administrateur réseau qui redéploie les infrastructures de décider. Il calcule à peu près le volume lorsqu'on administre un réseau. Selon le temps, on va se rendre compte qu'il y a un gros détanglement. Monsieur Touazi. Voilà. Et certainement, elle est limitée. Certainement. D'accord. Parce que le problème de mémoire n'est pas un problème, réellement. Monsieur Touazi, oui. Écoutez ma question. Tant que le bundle, la capacité du bundle, elle n'est pas illimitée, supposons qu'à un moment donné, deux transporteurs, ils se sont croisés, oui. Et bien sûr, l'un va signer à l'autre un certificat de croisement, oui. Mais l'un des deux a son buffer, a son bundle qui est surchargé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas répliquer les données du client en question. Ben, cette question... je n'ai pas terminé ma question. Alors, il n'est pas en mesure de lui signer un certificat de réplication. De réception plutôt. L'autre, il va répliquer, il va envoyer les données, et l'autre, il va les jeter, en quelque sorte. D'accord. Est-ce que dans ce cas, le transporteur est considéré qu'il a fait une action malsaine? Voilà. Non, mais ça c'est une programmation automatique d'un administrateur. Il installe donc un nœud, il lui installe son unité de stockage, etc. Donc, dans l'administration des réseaux, donc, on doit se rendre compte qu'à un certain moment, qu'on doit augmenter la capacité de stockage par rapport au volume d'informations, par rapport au trafic du réseau. Voilà, c'est-à-dire ma réponse. C'est-à-dire, moi, je dis que dans un réseau, il y a toujours l'administrateur. On installe au départ des équipements avec des infrastructures appropriées, avec des infrastructures annexes appropriées. À un certain moment, on doit se rendre compte qu'il y a un gros d'étranglement, etc. On doit augmenter la performance. Hein? Monsieur Jody, Monsieur Touazi, pardon, allez-y au transparent 18, là où il y a les résultats des simulations. 18. C'est bon, ça a été déjà posé la question. 19, pardon. Quand on augmente le nombre de clients pour les deux solutions, que ce soit la solution de base ou bien la solution que vous avez proposée, on constate qu'il y a une dégradation en termes de taux de livraison de paquets. Pourquoi cette dégradation pour les deux solutions? Je vois. Eh bien, parce que tout en maintenant fixe le nombre de transporteurs, on augmente les clients qui demandent de services, qui demandent à transmettre des paquets. C'est tout à fait logique que le transporteur sera
plus chargé encore plus. Donc il sera moins efficace pour la livraison des données. Ça, c'est une réponse. Et comment vous expliquez l'écart L'écart, quel écart entre les deux? entre les deux? Oui. L'écart entre les deux. Dans le cas usuel, traditionnel, de base, la solution de base, le client, il donne son message, il transfère son message au premier transporteur qui arrive. Il ne tient pas compte de la confiance. Et il se peut qu'il donne son paquet d'informations à un transporteur malicieux, par exemple. D'accord? Qui n'est pas digne de confiance. Et il prendra moins soin de son paquet. Et dans notre solution, il y a justement cette confiance, cette évaluation de confiance du transporteur. Est-ce que le transporteur est digne de confiance ou bien il n'est pas digne de confiance? C'est pour ça qu'on voit ici l'écart. C'est l'écart. L'écart de notre solution par rapport à la solution de base. Et pourquoi la solution que vous avez proposée n'a pas pu atteindre 100% de taux de livraison? Pourquoi il n'a pas atteint 100%. 100% du taux de livraison? Le nombre de clients augmente. On peut dire qu'il peut atteindre 100% à ce niveau-là. Mais il y a toujours un taux d'erreur à estimer. Mais regardez, c'est quand il y a un seul client que la livraison est maximale. Quand il y a beaucoup de clients, donc qui se ruent sur... Un client qui a fait confiance à un ensemble de transporteurs là où tous les transporteurs sont malveillants. C'est un cas rare, mais Oui. il va y avoir au moins un transporteur qui est malveillant. C'est pour ça qu'on n'atteint pas Monsieur 100%. Touazi, c'est ma dernière question. Au transparent 22, vous avez ici parlé sur le problème de congestion. Oui. Bon, si j'ai bien compris, les DTN déjà, je ne sais pas s'ils souffrent du problème de congestion, parce qu'il y a l'intermittence de connexion, il y a pas vraiment une congestion, non? Si, si. Comment peut-on avoir Il y a dans le manuscrit un cas où vous avez un ER et puis des informations qui arrivent. Et si les informations qui arrivent, regardez, il y a un nœud qui est un nœud qui concourt sur plusieurs liens en amont, en arrivée. Et il y a un nœud après qui est trop sollicité. Si par exemple des messages qui arrivent ici, par là, ils saturent le stockage. Et il y a un seul nœud qui vient par là. Lui, il est destiné il peut être bloqué. C'est-à-dire que la congestion, elle existe toujours, parce qu'il a suffi que, par exemple, s'il y a des virus, s'il y a des trucs, on peut bombarder un nœud. Et là, il va y avoir une congestion, par exemple. Il y a des messages qui sont stockés, la mémoire est pleine. On va choisir les messages qui ont la priorité. Les messages, il y a des tas de... Il faut gérer cette mémoire-là. Il faut gérer les files d'attente. Donc on retombe sur le problème de files d'attente. Merci, monsieur Touazi. Je vous en prie. Pour terminer, j'ai une petite remarque concernant l'abstract, plutôt le mulakhas. Hein, mulakhas. Bon, le manuscrit est très bien rédigé par le résumé en arabe et il contient quelques erreurs d'orthographe. Vous me dites, je vais les corriger, pas de problème. Oui, bien sûr. Sur ce, je termine. Je vous rends la parole, monsieur le Président.